Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Alors, on va bientôt démarrer. Voilà. Donc, enchanté tout le monde, je me présente, je m'appelle Johan, je suis le directeur de Prépa Campus. J'ai aussi été jury d'admission à l'ESSEC et enseignant de stratégie à l'université Paris-Dauphine. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les concours Access Sésame. Donc, je vais vous expliquer pas mal de choses sur les concours. On va parler aussi bien des écoles que des programmes, que des inscriptions au concours. Et enfin, bien évidemment, des épreuves et de la préparation. Donc, on va démarrer tout de suite. Je tiens à vous préciser une chose tout d'abord, c'est que, euh, la conférence est enregistrée et je vous enverrai l'enregistrement de la conférence demain. Donc, vous allez recevoir l'enregistrement donc vidéo de la conférence, mais vous aurez aussi les slides. Je vais vous envoyer toute la présentation. Donc, s'il y a des informations importantes sur la présentation qui vous intéressent, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous envoyer. Vous n'avez pas besoin de tout prendre en photo, de tout réécrire au fur et à mesure. Vous pouvez prendre des notes sur ce que je vais dire, en plus de la présentation, bien évidemment. Ce que je vous propose aussi aujourd'hui, c'est qu'on fasse donc une partie de présentation qui va durer à peu près une trentaine de minutes où je vais vous parler donc des concours. Et ce que je vous invite à faire, si vous avez des questions, c'est de les poser dans la partie discussion. OK? Donc, dans la partie discussion, vous pouvez poser toutes vos questions. Et à la fin de la présentation, qui va durer une trentaine de minutes, je vais répondre à toutes vos questions. Et donc, je prendrai le temps de vraiment répondre à chacun d'entre vous. Donc, on va démarrer. Donc, tout d'abord, je vais vous parler un petit peu des différences entre les deux concours Access et Sésame. Donc, le concours Access, donc, il va avoir lieu le 11 avril. Et il réunit trois écoles, l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES. Euh, donc, les trois écoles, hein, l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES, elles proposent ce qu'on appelle des programmes grande école, c'est-à-dire des programmes en 5 ans qui vous donnent un grade de master. Le concours Access, il est particulièrement intéressant parce que l'IESEG, c'est considéré comme étant le meilleur programme grande école qu'on peut avoir en post-bac. Euh, Et l'ESCA aussi, c'est un très bon programme qui plaît beaucoup aux étudiants. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, ces deux écoles aussi, pardon, ont pas mal de places. Elles ont plus de 1000 places chacune. Et donc, du coup, ça ouvre quand même le fait d'avoir que trois écoles, c'est pas un handicap au concours Access, parce qu'on va avoir 2500 élèves, à peu près 2400 élèves, qui vont pouvoir rentrer à l'IESEG et à l'ESCA. Et il y a aussi quelques places à l'ESDES, 350 places, c'est à peu près ça de mémoire. Mais l'ESDES, c'est une école qui a un niveau quand même qui est, je dirais, un peu moins élevé, c'est un peu moins prestigieux que l'IESEG et l'ESCA. Au concours Access, vous avez trois épreuves écrites, l'anglais, la synthèse de documents et la partie raisonnement logique et mathématique. Et on reviendra sur ces épreuves-là un petit peu plus tard. Pour le concours Sésame, vous avez plus 15 écoles maintenant, c'est passé à 16 écoles. Ils ont rajouté Grenoble il y a quelques semaines. Donc vous avez 16 écoles et 19 programmes. Et vous avez deux types de programmes. Vous avez des programmes BBA en 4 ans et des programmes grande école ou des programmes en 5 ans du moins qui ne s'appellent pas tous programmes grande école d'ailleurs. Donc, les programmes BBA en 4 ans sont plus courts et donnent uniquement un grade de licence. Et donc, moi, mon conseil, quand vous faites un programme BBA, c'est de faire une cinquième année ensuite à l'université ou dans une école pour valider votre grade de master. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les programmes BBA, c'est calqué sur le système anglo-saxon. Et dans le système anglo-saxon, il n'y a que 4 années d'études pour graduate. Ok. Et nous, on est en France. Et donc, quand on est en France, c'est bien quand même d'aller au bout des standards français, qui est pour moi le grade de master. Donc, s'arrêter à la licence, c'est un petit peu dommage. Et donc, vous avez fait 4 ans. Une licence, ça se fait en 3 ans. Et un master, ça se fait en 5 ans. Donc, c'est comme si vous avez déjà fait votre première année de master, en fait, qui n'est pas un diplôme reconnu en France. Et donc, il vous suffit de rajouter une seule année pour avoir le master 2. Le fait que les études en 4 ans du BBA soient plus courtes, ça ne veut pas dire que les BBA soient moins bien que les programmes grande école. Au contraire, en fait, dans le concours Sésame, la meilleure école, et c'est incontestable, c'est le BBA de l'ESSEC, c'est le meilleur BBA de France. Et, euh, et donc, c'est le meilleur programme qu'on peut avoir par Sésame, et c'est un programme qu'on peut avoir, enfin, qui se fait uniquement en 4 ans. Et donc, du coup, en fait, les 4 années que vous allez faire dans votre BBA, ça va vous ouvrir beaucoup d'opportunités, notamment des opportunités pour faire des très bons masters derrière,
pour faire des masters spécialisés ou pour faire autre chose, quoi, pour pouvoir continuer vos études. Donc moi, ma recommandation, c'est vraiment de continuer vos études après votre BBA et de ne pas vous arrêter là, même si vous pouvez. Ensuite, la grande différence aussi, la différence, je dirais, fondamentale entre un BBA et un programme grande école, c'est que souvent, vous allez rentrer plus vite dans les matières un peu managériales, dans les vraies matières d'école de commerce quand vous faites un BBA. Vous avez moins de théorie parce que vous avez moins de temps. OK? Donc, vous avez moins de théorie et donc vous allez plus rapidement faire des stages, plus rapidement partir à l'étranger lors de vos échanges. Le point commun entre toutes les écoles des concours Access et Sésame, quand même, c'est que vous allez avoir pas mal d'expérience professionnelle et c'est que vous allez aussi partir à l'étranger au moins 6 mois. Si ce n'est, ça peut être même beaucoup plus. Autre point commun qui est important qu'il est important qui est important de mentionner, c'est que les écoles sont payantes. Donc, les écoles d'Access et de Sésame, sauf exception, c'est entre 10 et 12 000 euros l'année. Parfois, c'est plus. Pour les sexes, c'est plus. OK? Donc, sachez que votre programme, il va vous coûter entre 40 et 60 000 euros. Ça dépend si vous faites 4 ans ou 5 ans, et ça dépend du prix du programme. Mais ça va vous coûter globalement entre 40 et 60 000 euros. Et si vous voulez faire baisser un petit peu la note, vous pouvez faire ce qu'on appelle de l'alternance. En général, vous pouvez faire 2 ans d'alternance. Et donc, typiquement, quand vous faites de l'alternance, en fait, vous travaillez comme si vous étiez en stage. Vous avez aussi des cours. Et donc, vous allez avoir un rythme, par exemple, je sais pas moi, une semaine de cours, une semaine en entreprise, ou 3 jours en entreprise, 2 jours en cours. Donc, vous allez être payé. Donc, ça, c'est bien. Mais surtout, votre entreprise va vous payer vos études. Donc, du coup, vous allez économiser vos 10 ou 12 000 euros de frais de scolarité pendant 2 ans. Donc, ça permet vraiment de réduire la note et ça vous permet aussi d'être autonome financièrement pendant vos études. Et c'est quelque chose qui est assez valorisé en plus quand vous arrivez sur le marché du travail. Donc, quand vous faites un BBA, typiquement, ça peut être intéressant de payer que la moitié de ses études. En fait, vous avez payé les 2 premières années, les 2 dernières, vous les faites en alternance. Vous avez la possibilité de faire 2 ans d'alternance quasiment partout. Par contre, en fait, ça dépend aussi un petit peu des financements de la région. Donc, par exemple, à l'époque, il y a quelques années, par exemple, sur Lyon, c'était très difficile de faire 2 ans alternance, c'était plus facile de faire une année. OK? Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, ça a vérifié comme information. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que, alors que quand vous êtes, par exemple, à l'ESSEC, c'est facile de faire 2 ans d'alternance, à l'EM Lyon, il faut vérifier. OK? Mais vous pouvez faire au moins un an, ça c'est sûr. Au concours César, vous avez 6 matières. Pour les épreuves écrites, vous avez les langues, donc vous avez l'anglais qui est obligatoire et une LV2 qu'ils appellent LVB. OK. Pour la LV2, vous avez le choix entre une dizaine de langues. Donc nous, à Prépa Campus, d'ailleurs, on prépare tout sauf la LV2. C'est parce que c'est pas un très gros coefficient, mais surtout aussi parce que en fait, il y a 10 langues et donc chaque étudiant fait une langue différente. Donc on donne du contenu aux étudiants quand ils veulent se préparer pour leur LV2, mais on ne donne pas de cours pour la LV2 parce que chacun a une deuxième langue différente. Et vous avez vraiment le choix parmi beaucoup de langues. Et d'ailleurs, vous avez la possibilité aussi d'intervertir votre LVA et votre LVB. Ça veut dire que si par exemple vous êtes bilingue italien et que vous êtes bon en anglais, qui est l'autre langue que vous apprenez, vous pouvez très bien dire, je choisis que l'italien devient ma LVA et que l'anglais devienne ma LV2. L'anglais, vous êtes obligé de l'avoir parmi vos langues. Vous allez faire le même test d'anglais que les autres en fait, et le même test d'italien que les autres, sauf que les coefficients vont s'inverser. C'est-à-dire que l'anglais va avoir un petit coefficient, le coefficient de la LVB, et l'italien va prendre le coefficient de la LVA qui va être plus élevé. Donc ça va être plus avantageux pour vous. Ensuite, vous avez l'analyse documentaire. Donc pareil, on va revenir dessus après. C'est des preuves un petit peu... vous avez la synthèse pour Access, vous avez l'analyse documentaire pour Sésame, c'est les deux épreuves un peu homologues. Vous avez les enjeux contemporains, mathématiques, français, compétences digitales, on vient là-dessus après. Donc les écrits, ça va être le 15 avril et ensuite il y aura les épreuves orales. Mais le plus important aujourd'hui, à ce moment-là de l'année, c'est bien de se focus et de se concentrer sur les épreuves écrites. Les épreuves orales, vous pourrez les préparer en fait juste après les épreuves écrites. OK? Vous avez 2 semaines à peu près entre le moment où vous passez vos concours, enfin les épreuves écrites et le moment où les oraux commencent. Et donc du coup, ça vous laisse le temps de préparer les épreuves orales. Donc vraiment concentration sur les épreuves écrites dès maintenant. Donc ça, c'est les classements des écoles. Alors c'est les classements de l'année dernière. Si on les met un petit peu à jour, ça a un petit peu évolué. Mais en fait, ça, c'est des classements qui prennent en compte toutes les écoles, pas seulement les écoles d'Access et de Sésame. Et donc, pour les programmes en 5 ans, les programmes grande école, c'était le classement du Parisien de l'année dernière. Il y a l'IESEG en premier, dans le concours Access. 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
L'EM Normandie en deuxième et l'ESCA en troisième. En réalité, l'EM Normandie et l'ESCA, c'est du même niveau. Une fois, c'est l'EM Normandie devant, l'autre fois, c'est l'ESCA. Franchement, c'est vraiment comparable. Et vous avez l'EMLV en quatrième, qui est aussi dans le concours César, mais qui est un petit peu derrière, qui est une école intéressante, mais qui est un petit peu derrière. Euh, il faut faire attention avec les classements, sincèrement, parce que c'est pas ça reflète pas une vérité absolue. Sincèrement, on voit parfois dans les classements, bah, là, dans le classement des BBA, c'est frappant, par exemple. Vous regardez les classements des BBA donc ça, c'est de l'étudiant, pardon, de l'année dernière. Vous avez l'ESSEC en premier, Neoma en deuxième, EMU en troisième, Excelia en troisième, en quatrième, pardon. Par exemple, un truc qui me gêne un petit peu dans ce classement, c'est qu'on voit pas le BBA de l'EDEC. Et le BBA de l'EDEC, c'est un des meilleurs BBA en France. C'est le deuxième après le BBA de l'ESSEC, pour moi. C'est dans la même catégorie que Neoma et EM Lyon, mais ça reste un très bon BBA. Il n'est pas accessible par le concours Sésame. C'est un vœu qui est particulier sur Parcoursup, c'est un vœu supplémentaire sur Parcoursup. Mais si vous êtes intéressé par les BBA, le BBA de l'EDEC est intéressant. C'est juste un dossier à poser et vous allez avoir un entretien qui est exactement du même format que les entretiens que vous aurez pour accès à Sésame. Donc c'est zéro préparation en plus et ça vous ouvre une porte qui est intéressante pour une école qui est vraiment intéressante. Et donc, vous voyez, il n'est pas dans ce classement, alors que manifestement, quand on regarde le niveau des étudiants, le sérieux des études, le niveau académique, etc., il devrait complètement l'être. Et donc, voilà, il faut regarder un petit peu. Les classements, ça donne un bon aperçu, mais il faut les remettre en perspective. Voilà. Euh, Donc moi je dirais que parmi les BBA en fait hein, du concours Sésame, il y a en un l'ESSEC, enfin, de loin je dirais entre guillemets, enfin, qui est vraiment numéro un. Ensuite on a Neoma et EM Lyon qui sont au coude à coude, qui sont un petit peu ensemble. Et ensuite je dirais que Excelia, Kedge, Schema, etc. Il y en a d'autres. C'est à peu près du même niveau aussi, et c'est un petit peu derrière. Euh, Et donc, du coup, je peux vous présenter aussi le calendrier des concours. Donc, ça, c'est les dates importantes. On a Parcoursup qui est ouvert cette semaine. Donc, vous pouvez dès à présent vous inscrire sur Parcoursup et vous aurez jusqu'au 14 mars pour faire vos inscriptions. Alors, juste, je tiens à préciser quelque chose que j'ai eu un étudiant qui a fait l'erreur l'année dernière. Euh, En fait, quand vous allez vous inscrire, vous allez écrire par exemple concours Sésame, ça va vous proposer des écoles. Vous rajoutez une des écoles, par exemple, je sais pas moi, le BBA de Cage, vous le rajoutez dans vos vœux. Et ensuite, vous allez avoir la possibilité de rajouter toutes les autres écoles de Sésame. Selon moi, la bonne stratégie, c'est de mettre toutes les écoles, même si elles ne vous intéressent pas toutes. Parce que au moment où vous aurez vos admissibilités, vous allez voir, vous êtes admissible dans, allez, disons, c'est magnifique, vous êtes admissible dans toutes les écoles. Peut-être que si vous avez du mal à prendre vos rendez-vous pour les entretiens, vous allez vous dire, OK, mon premier choix, bah, je sais pas moi, c'est l'ESSEC, disons. Donc, vous mettez le bibier de l'ESSEC et vous vous rendez compte que les seules dates d'entretien qu'on vous propose, c'est au début de la période des entretiens, c'est-à-dire, je sais pas moi, le 2 mai. Et ben en fait, vous serez peut-être content d'avoir d'autres écoles qui vous intéressent moins euh, dans vos choix, parce que vous allez peut-être pouvoir utiliser une de ces écoles qui vous intéresse moins pour passer un entretien qui va être comme une répétition pour vous, pour votre entretien d'essai qui vous intéresse vraiment. Donc, en fait, vous n'allez pas avoir beaucoup de choix au niveau des préparations oraux parce que ça se remplit très très vite. Et donc, du coup, le fait d'avoir des écoles en backup qui ne vous intéressent pas vraiment, vous pourrez peut-être les utiliser comme fusibles pour passer les entretiens. Et en fait, vous n'allez pas passer 15 entretiens dans 15 écoles si vous êtes admissible partout. Vous allez choisir les 4-5 écoles qui vous intéressent le plus. Vous allez passer vos entretiens que dans ces 4-5 écoles. Et donc, du coup, toutes les écoles où vous n'allez pas passer les entretiens, vous les aurez éliminées à ce moment-là. Donc, pourquoi les éliminer au moment de l'inscription quand on peut les éliminer au moment des entretiens? Donc voilà, ça c'était une première information. Deuxième chose, c'est que quand vous passez le concours Access, ce que je vous ai dit, l'IESEG, l'ESCA, l'ESDES, c'est des programmes grande école. Et moi j'ai un étudiant qui a fait l'erreur l'année dernière de mettre les bachelors de l'IESEG et de l'ESCA. Il croyait qu'il s'était inscrit au concours Access. Les bachelors des concours de l'IESEG et de l'ESCA, c'est pas des très bons bachelors d'abord, mais surtout, ils sont pas dans le concours Access. Donc du coup, en fait, il s'était juste pas inscrit au concours Access, l'étudiant. Il s'était trompé. C'est des programmes grande école.
Donc, il faut prendre le programme grande école et ensuite s'inscrire au concours Access. Et vous allez devoir payer sur Parcoursup, hein, en fait, au moment où vous allez rajouter le concours Sésame ou le concours Access, vous allez pouvoir faire votre lettre de motivation et payer. OK? Donc, si vous ne payez pas, c'est qu'il y a un problème. Ensuite, autre chose très importante, entre le 15 mars et le 3 avril, il faut valider vos vœux, il faut les confirmer. Donc, même si vous avez fait tous vos choix et que vous êtes content, ça ne va pas se valider automatiquement le 3 avril. Il faut que vous les validiez manuellement, vos vœux. Donc, c'est très important de se reconnecter entre le 15 mars et le 3 avril pour faire la validation. Sinon, c'est mort. OK? Vous aurez toujours en fait le temps de mettre à jour vos lettres de motivation, etc., au moment où vous confirmez vos vœux sur Parcoursup. Euh, pour information, si vous êtes dans une école publique ou privée sous contrat, vos bulletins ils vont être rajoutés directement sur votre Parcoursup. Si vous êtes dans une école privée hors contrat, ça va être à vous d'uploader, de charger vos bulletins sur Parcoursup. Ensuite, entre le 27 mars, enfin, le 27 mars et le 3 avril, vous pourrez tester la plateforme d'Access et le 4 avril, la plateforme de Sésame. Les écrits se passent à distance. OK? Donc, vous les faites de chez vous. Il y a une plateforme pour ça, pour accéder à une plateforme pour Sésame. C'est pas la même. Et donc, vous allez pouvoir les passer, enfin, vous passez vos tests à distance. Donc, c'est bien de tester la plateforme pour comprendre comment elle fonctionne et pas tout découvrir le jour J. Et vous vérifiez qu'il n'y ait pas de bug. Euh, Il y a des logiciels anti-triche, évidemment. Il faut absolument que vous ayez une caméra. Vous allez devoir filmer autour de vous, etc. Voilà. Il y a une surveillance en ligne qui se fait, évidemment, pour les concours. Donc, le 11 avril, il y a les épreuves écrites d'Access. Et 3 jours avant, il y a ce qu'on appelle la publication des grands admissibles au concours. Ça, c'est quelque chose de nouveau. OK? C'est-à-dire que les étudiants qui auront les meilleurs dossiers, donc les meilleurs dossiers, on ne sait pas ça va être quoi. Est-ce que là-bas, elle va être à 18, à 17, à 16,5, on ne sait pas. Mais les étudiants qui auront les meilleurs dossiers seront exemptés des épreuves écrites pour Access. Ils devront quand même passer les épreuves orales par contre. OK? Donc ça, si vous êtes vraiment intéressé par les écoles d'Access, vous êtes obligé de vous préparer parce que vous ne le saurez que 3 jours avant si vous êtes exempté des épreuves écrites. Mais vous pouvez avoir la bonne surprise, vous êtes préparé et qu'on vous dise, finalement, c'est bon pour vous. Vous passez direct à l'étape suivante. Pour Sésame, les épreuves écrites, c'est le 15 avril. Ensuite, du coup, le 22 avril et le 26 avril, ils vont publier les résultats d'Access et de Sésame. Et les entretiens vont se passer du 29 avril au 18 mai. Pour le Sésame, pour Access, ça finit le 15 mai. Pour Sésame, ça finit le 18 mai. Et vous aurez les résultats définitifs qui vont être publiés en même temps que les résultats de Parcoursup le 30 avril. Le 30 mai, pardon. Et donc, il ne faut pas vous inquiéter, le jour des résultats, vous allez avoir plusieurs résultats possibles. Premier résultat possible, c'est vous êtes admis dans toutes les écoles ou dans certaines écoles. Très bien. Deuxième résultat possible, ce qui est plus probable, dans certaines écoles, vous allez être admis, enfin, et dans d'autres écoles, vous allez être sur liste d'attente. OK? Moi, mon conseil, c'est quelque chose que j'ai observé au fil des années, c'est ne vous braquez pas. C'est pas parce qu'une école elle vous a mis en liste d'attente qu'elle ne vous aime pas. Donc, en fait, il y a beaucoup d'étudiants qui, par fierté, se disent, bon, bah, finalement, je préfère accepter cette école, ils m'ont pris directement, plutôt que d'attendre pendant une semaine, parce que c'est stressant, comment on va avancer à la liste d'attente. Donc non, en fait, vous pouvez bloquer votre place dans l'école qui vous a pris jusqu'au moment où vous aurez les résultats de la liste d'attente. Jusqu'au moment où la liste d'attente aura évolué. Et ensuite, vous pourrez valider définitivement vos vœux quand vous aurez vraiment eu l'école que vous voulez. Donc soyez patient et il ne faut pas être trop fier et se dire non, mais s'ils ne m'ont pas pris directement, c'est qu'ils ne me méritent pas. OK? Ça, tout le monde aura oublié, personne ne saura jamais que vous avez été pris après la liste d'attente. Et c'est complètement normal de passer par ce processus-là, ça peut aller très vite. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu ce que je voulais dire sur la partie un petit peu inscription, en rajoutant quand même des éléments d'information importants. L'inscription ne se fait pas uniquement sur Parcoursup, elle se fait aussi sur le site de Sésame et le site d'Access. OK? Donc sur Parcoursup, vous allez faire vos dossiers d'inscription, vous allez faire vos lettres de motivation, vous allez choisir les programmes auxquels vous allez postuler, vous allez régler les droits d'inscription. C'est, si je dis pas de bêtises, c'est 295 euros pour Sésame, 195 pour Access, moins 50% si vous êtes boursier. Euh, et vous allez confirmer vos sous-vœux et vous recevrez les résultats le 30 mai sur Parcoursup. Information importante. Le concours Sésame et le concours Access, c'est un vœu chacun. OK? Donc un vœu Sésame, un vœu Access. Quel que soit le nombre d'écoles que vous mettez derrière, ça ne vous prendra pas de sous-vœux. Donc ça veut dire que vous avez le droit normalement à 20 sous-vœux.
Mais en fait, le concours Sésame, vous avez beau mettre 50 sous-vœux, qui sont les 50 programmes, toutes les écoles, les programmes francophones, anglophones, etc. Vous pouvez tout mettre, ça vous comptera pas comme des sous-vœux en plus. OK? Donc en fait, quand vous avez postulé à l'ESSEC, vous allez peut-être postuler au programme normal, au track à Singapour, au track au Maroc, au track anglophone, je sais pas, il y a combien de tracks. Et donc du coup, ça vous fait plusieurs vœux. Si vous êtes admissible dans tous les parcours auxquels vous postulez, vous passez un seul entretien pour tous les parcours. Et après, vous pouvez choisir le parcours dans lequel vous avez été admis. OK? Donc c'est un entretien par école, même si vous postulez à plusieurs programmes d'une école. Maintenant, il faut aussi s'inscrire du coup en parallèle sur les sites des concours, une fois que vous avez fait votre inscription sur Parcoursup. Parce qu'en fait, sur votre espace personnel des sites d'Access et de Sésame, vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Donc la première chose, c'est que vous allez pouvoir intervertir vos choix de langue LV1, enfin LVA, LVB, LVB pour Sésame. Vous allez pouvoir suivre votre dossier, recevoir les mails pour les concours et notamment recevoir aussi des documents pour les concours comme votre convocation aux épreuves. Vous allez aussi pouvoir faire des demandes comme typiquement un tiers-temps si vous en avez un. Ok. Si vous avez un tiers-temps ou une assistance ou quoi, c'est à ce moment-là que vous faites la demande. Il y a un mail pour Sésame, il y a un mail pour Access. Vous faites votre demande et vous allez obtenir votre tiers-temps. Et c'est un vrai avantage lors des épreuves d'avoir du temps en plus. Donc si vous avez besoin d'un tiers-temps, demandez-le, vous allez l'avoir. Ça ne changera rien à votre note, ça vous donnera juste plus de chance. Donc c'est vraiment important d'en profiter. Vous pouvez aussi consulter vos résultats aux écrits et donc prendre rendez-vous pour vos épreuves orales. Donc voilà, c'est important de créer votre compte. Euh, et donc, oui, si vous avez des aménagements type tiers-temps, il faut le déclarer avant le 14 mars. Ok, c'est au moins un mois en avance. Donc tardez pas en fait, hein. À partir du moment où vous savez que vous voulez vous inscrire, faites les démarches. Ça va pas être très compliqué, mais il faut les faire. Voilà. Du coup, maintenant, on va faire un petit focus sur les épreuves. Je vais essayer de ne pas être trop long. Donc, pour les concours Access et Sésame, vous avez des épreuves de langue. Pour Access, vous avez une épreuve d'anglais. Et donc, pour Sésame, vous avez l'anglais et la LVB. Ce qui va surtout changer entre les deux épreuves d'anglais d'Access et de Sésame, c'est pas trop le contenu, mais plutôt le format. OK? Au concours Access, vous avez un format qui est très difficile en fait. Vous avez 1 heure pour faire 50 questions avec 4 propositions. Vous allez devoir dire vrai ou faux. Donc en gros, ils vont vous mettre 4 phrases, comme sur l'exemple que je vous ai mis, A, B, C, D. Ça, c'est une seule question. Et pour A, B, C et D, il faudra dire si la phrase est correcte ou pas. Donc en fait, une question, c'est 4 réponses. Donc vous allez faire 50 fois 4 réponses, ça fait 200 réponses à mettre. Plus vous avez 25 UCM avec réponse A, B, C, D où il faut choisir la bonne réponse. Donc les tests que vous allez faire. Donc, du coup, c'est vraiment une épreuve de vitesse. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous n'avez pas vraiment le temps de réfléchir. Donc, il faut être vraiment rodé quand vous arrivez au concours. Et donc, vous allez être testé sur la grammaire, la conjugaison. Enfin, comment dire? C'est vraiment de la langue assez basique. Donc, grammaire, conjugaison, les mots de liaison, etc. Les verbes irréguliers. Enfin, c'est toutes ces choses-là qui tombent. Et vous allez avoir aussi, en plus, de la compréhension de texte. Donc sur les 50 questions avec les 4 propositions, il y en a 40, c'est de la grammaire, et il y en a 10, c'est vous allez avoir 2 textes et 5 questions sur chacun des textes, compréhension de texte. Et les 25 questions QCM, c'est plutôt de la grammaire. Pour les questions de Sésame, c'est exactement le même programme de grammaire. Vous avez un tout petit peu de compréhension de texte, mais c'est beaucoup plus léger que pour Access. Mais vous aurez, par contre, excusez-moi, oui, vous aurez un peu des questions liées à l'actualité un peu anglo-saxonne. Ok, un petit peu de culture. C'est des points faciles. Donc, il faut se tenir un peu au courant de l'actualité. Euh, Notamment, en fait, pour ceux qui font le cours d'anglais contemporain avec nous, ça va vous aider notamment pour ces questions-là, même si on n'est pas focus sur la partie anglo-saxonne. Mais nous, par exemple, typiquement, pendant nos stages, on travaille l'anglais. On traite aussi des sujets d'actualité euh, euh, enfin, liés à tout le monde anglo-saxon parce qu'on sait qu'il y aura des questions dessus et que ce pas des questions qui sont hyper difficiles. Et donc, du coup, bah, c'est bien d'avoir cette culture-là. Et pour le concours Sésame, pardon, excusez-moi, vous avez du coup 40 questions et vous avez 1 heure pour l'épreuve, donc 30 minutes pour l'anglais, 30 minutes pour la LV2. Les épreuves écrites, du coup, ensuite, vous avez la synthèse et l'analyse documentaire. Je les ai rassemblées ensemble parce que elles se ressemblent. En fait, pour la synthèse de documents, donc Access, vous allez devoir rédiger
une synthèse de 350 mots et vous allez avoir un corpus qui fait entre 10 et 15 documents à peu près. Ça, c'est un exemple de document que vous pouvez avoir dans un de vos corpus. OK? Les 10 ou 15 documents, ils sont reliés par un thème. OK? Et le thème, il va être abordé sous plusieurs angles. C'est à vous de comprendre quels sont tous les points de vue qui sont énoncés, quels sont tous les angles. À partir de là, vous allez pouvoir créer un plan et vous allez pouvoir rédiger votre synthèse. 350 mots, c'est super court. C'est très très court. Vous allez avoir 15 à 20 pages de documents pour écrire au final une rédaction qui fait une page manuscrite. Ok, c'est à l'ordinateur d'ailleurs, donc ça va faire même pas une demi-page. Du coup, c'est très très court et il est très important que votre plan soit très efficace et que pour chacune des idées que vous développez, vous prenez un exemple parmi les documents. Et vous n'allez pas pouvoir parler nécessairement de tous les documents et vous n'allez pas pouvoir, comment dire, tout développer, pas parler de toutes les idées, mais en fait, il faut hiérarchiser les idées. Il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres, plus importantes, et donc il faut vraiment, comment dire, ne rater aucune idée qui est centrale. Et après, c'est des choix de parler d'un document ou d'un autre sur certaines choses. Ok. Selon l'ouverture que vous allez faire, selon la synthèse que vous allez faire, vous pouvez avoir plusieurs versions de synthèse qui sont excellentes et qui sont différentes. Et c'est vraiment possible d'avoir 20 à la synthèse, hein. On a des étudiants tous les ans qui ont 20. Et pourtant, ils n'ont pas écrit nécessairement la même synthèse. Ils ont tous relevé les idées qui étaient très importantes, mais ensuite, ils ont vraiment, comment dire, ensuite, ils ont fait des choix qui étaient différents sur ce qu'ils voulaient mettre en avant ou l'angle qu'ils ont pris pour leur synthèse. Pour l'analyse documentaire de Sésame, les documents, ils ressemblent vraiment aux documents des corpus Access. Les corpus sont construits un peu de la même manière. Mais par contre, il y a un peu plus de documents pour Sésame. Il y a moins de temps. Vous avez 3 heures pour Access, vous avez que 2 heures pour Sésame. C'est court pour vu la taille des corpus de documents. Mais vous avez plusieurs choses qui vont vous aider. La première chose, c'est que vous allez avoir un sommaire où vous allez pouvoir voir, donc vous n'avez aucune information sur Sésame, sur Access, mais pour Sésame, vous avez un sommaire, ce qui vous permet de comprendre très vite de quoi va parler le corpus de documents et comment il est agencé. Vous avez aussi des questions. En fait, vous ne devez pas rédiger de synthèse pour l'analyse documentaire de Sésame, mais répondre à des questions. Vous avez 3 types de questions. Des questions de repérage, des questions d'analyse et des questions de synthèse. Question de repérage, c'est le plus facile, c'est ce qui vaut le moins de points. On va vous poser une question, par exemple, je ne sais pas moi, euh, vous allez avoir un sujet sur l'ubérisation de la société. Et la question, ça va être combien en question de repérage, vous aurez par exemple euh, combien de VTC s'inscrivent tous les ans sur la plateforme de Uber. Et en fait, dans un des textes, ils vous disent dans le monde, 200 000 nouveaux VTC rejoignent la plateforme Uber par an. Et donc, du coup, dans les propositions, il y aura 200 000 et ça va être la réponse. OK? Donc, j'ai un truc complètement au hasard. Les questions d'analyse, pareil, c'est sous la forme de QCM, sauf que il faut vraiment comprendre les textes pour répondre aux questions d'analyse et il peut y avoir plusieurs réponses de correctes. OK? Donc, si vous mettez, imaginons, on vous propose 5 propositions et il y a 3 réponses justes. Si vous mettez une seule réponse et qu'elle est bonne, vous avez 0 point. Si vous mettez plus de la moitié des bonnes réponses, c'est-à-dire 2 réponses et que les deux elles sont bonnes, vous avez la moitié des points. Si vous mettez toutes les bonnes réponses, c'est-à-dire les 3 réponses, vous avez tous les points. Mais si vous mettez parmi les réponses une seule mauvaise réponse, vous avez 0. Donc vous avez beau mettre les 3 bonnes réponses, mais vous rajoutez une mauvaise réponse, c'est 0. Et donc du coup, bah, voilà, faire attention parce que ces questions, elles valent beaucoup de points. Et les questions de synthèse, on a rédigé une synthèse pour vous, on vous demande de choisir les titres, de choisir les mots qui manquent, etc. Et donc pareil, il faut avoir une vraie compréhension globale pour pas se tromper. Tout est dans la nuance, et donc du coup, il faut avoir une lecture quand même qui est assez fine pour pas faire d'erreur et pour pouvoir bien répondre aux questions. Au vu de la taille des documents, ce qui est très important pour le concours Sésame, c'est d'être très efficace dans sa lecture, d'avoir une lecture rapide. Il faut être capable aussi d'avoir un bon niveau de prise de notes, qui est un niveau qui est assez faible, mais qui doit vous permettre quand même de vous retrouver dans les documents. Et il faut être très organisé. C'est une épreuve très très méthodique si on veut pouvoir tenir dans les 2 heures et pas faire d'erreur. Et là aussi, c'est pareil, c'est vraiment possible d'exploser les compteurs. Ensuite, il y a la partie de raisonnement, donc raisonnement logique et mathématique pour Access. Ça, c'est une partie, ça, c'est des cours que j'enseigne moi-même au sein de la prépa. Donc, vous avez 2 heures, il y a 3 parties. La première partie, c'est une partie qui s'appelle raisonnement logique. Vous avez 5 questions, 4 propositions sur lesquelles il faut dire vrai ou faux. Donc, pour chaque question, vous avez 4 propositions A, B, C, D pour dire vrai ou faux. Donc, je vous ai mis un exemple de question. Et en fait, là, ça va être très différent quand même du programme de mathématiques que vous avez au lycée.
Et ça va vous demander des techniques particulières parfois, sinon aussi de faire preuve d'analyse et de réflexion. Et c'est vraiment une matière qui se travaille sur un point qui se travaille et sur lequel vous pouvez bosser. Moi, je vais vous envoyer des slides si vous voulez. Demain, vous pourrez essayer de faire la question. Avec les connaissances de terminale, c'est assez difficile de faire ça. Avec un diagramme de veine, ça se fait en 5 minutes, ça se fait très bien. OK? Le seul problème, c'est que bah, pour la plupart des étudiants, on leur a jamais appris à faire un diagramme de veine. OK? Pour la partie mathématique, du coup, là, ça va vraiment ressembler pour le coup à des questions de terminale. Pour le concours Access, c'est bien d'avoir fait au moins l'option maths complémentaire. Surtout si vous commencez maintenant votre préparation. Vous n'êtes pas en avance. Quand on commence le 21 janvier, c'est faisable. Mais si vous n'avez pas fait de mathématiques jusqu'à maintenant, je trouve que c'est un peu tard pour vous y mettre. Avoir fait l'option maths complémentaire, ça suffit parce que le programme il est calqué sur les maths complémentaires. Par contre, le niveau technique est plus élevé qu'en maths complémentaires. C'est plus technique que les maths complémentaires, mais c'est le même programme. Donc au moins au niveau du cours, vous n'êtes pas perdu. Mais voilà, après, ça demande un travail spécifique, un entraînement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de rédiger pour le concours Access. Le concours Access. Il faut juste dire vrai ou faux. Donc on s'en fout de la rédaction. Nous, on va vraiment travailler sur comment arriver le plus rapidement possible à la réponse sans faire d'erreur. Donc il faut être pareil, méthodique. Mais voilà, si votre difficulté c'est la rédaction, bah, le problème il est réglé déjà. Ça va pas être compliqué pour vous. Et enfin, il y a la troisième partie, c'est la partie problème. Pareil, 5 questions, 4 propositions, etc. Et donc vrai ou faux. Et donc là, en fait, souvent, vous allez devoir réutiliser des outils mathématiques. On va vous donner du contexte. Il va falloir aussi réfléchir. Et on va souvent aussi vous introduire des notions que vous n'êtes pas censé avoir fait en cours. Donc typiquement, on va vous expliquer, par exemple, une nouvelle notion. Et on va vous demander de l'appliquer directement. Donc il faut être capable vraiment de réfléchir, d'avoir la tête froide et de ne pas paniquer quand on voit quelque chose qu'on ne connaît pas. OK? Et donc ça, c'est vraiment important d'être capable bah, de garder sa concentration et de prendre le temps de vraiment réfléchir et d'essayer de comprendre ce qu'on attend de vous. Pareil, ça se travaille, hein, la partie problème. Et en fait, on se rend compte, après avoir fait quand même un certain nombre de problèmes, que c'est toujours un petit peu le même schéma qui revient, même si c'est toujours des notions différentes qui arrivent. Une fois en fait qu'on est à l'aise avec le fait de utiliser un nouvel outil qu'on apprend sur le moment, on est bien et on est en confiance pour le problème. Pour Access, vous avez une calculatrice qui est intégrée dans le logiciel. Donc, ce n'est pas votre calculatrice que vous utilisez, mais vous pouvez faire vos calculs. Et donc, du coup, ça fait 8 minutes par question, 15 questions, 2 heures. Pour Sésame, vous avez donc la partie raisonnement, j'ai réuni mathématiques, français, compétences digitales. Pareil, c'est moi qui enseigne ces matières, mathématiques, français, compétences digitales, au sein de la prépa. Enfin, en tout cas, en fait, on a deux formules, on en parlera plus tard, mais on a une formule avec des cours hebdomadaires et une formule où on fait tout sous forme de stage intensif. Moi, j'enseigne les cours hebdomadaires. OK? Donc, si vous faites la formule stage intensif, ce ne sera pas forcément moi votre prof. On est quand même une équipe de profs, on est 20-25 dans la prépa. Donc, ça peut être vraiment d'autres gens. Pour les cours hebdomadaires, c'est moi qui les donne, c'est collectif. Et donc, du coup, vous serez forcément en cours avec moi si vous faites la partie avec le suivi hebdomadaire. Du coup, avant, en fait, l'épreuve de raisonnement de Sésame, il y avait de la logique générale, des mathématiques et du français. Ils appelaient ça logique générale, aptitude numérique, aptitude verbale. Ça a évolué. Ils ont remplacé la logique générale par les compétences digitales. OK? Ils ont séparé les trois matières. Ils vous disent pas, ça s'appelle plus raisonnement, l'épreuve, mais au fond, ça change rien. C'est le même programme en mathématiques, sauf qu'avant, il y avait 15 questions, maintenant, il y en a 20. Et au lieu de 30 minutes, on a 40 minutes. Donc du coup, voilà, là, vous avez un exemple de question. Si vous voulez, on pourra le faire après ensemble. Ça n'a rien à voir avec le programme de terminale ou de première. Si vous avez arrêté les maths en seconde, c'est pas un problème. Mais en fait, ça ressemble pas aux maths que vous avez fait jusqu'à maintenant. C'est plus vraiment des casse-têtes et des petits problèmes. Ça demande vraiment de la logique et de la réflexion. Ça demande de la technique aussi pour être vraiment rapide et efficace, que vous avez que 2 minutes par question. Ça se travaille, franchement, moi je trouve ça assez fun à bosser. Parce qu'en fait, on se rend compte tout le temps qu'il y a toujours des petites techniques qui nous permettent de résoudre des cas qui n'ont pas l'air si faciles que ça, en fait, de prime abord. Et c'est assez particulier au final, mais c'est assez fun. Et donc, c'est très différent des maths de lycée. Vous avez une partie français, 40 questions, vous avez 30 minutes. Pour la partie français, vous avez plusieurs types de questions. Vous allez vraiment avoir des questions type grammaire, orthographe, etc. Vous allez aussi avoir des questions un petit peu plus de vocabulaire. On va vous donner un mot, on va vous demander sa définition,
Ou alors, on va vous donner une définition, on va vous proposer 4 mots, mais ça va être des choses quand même assez compliquées. On peut aussi vous poser des questions plus de langue, sur les figures de style, sur les locutions latines, les expressions. Euh, on peut vous poser des questions plus de littérature aussi, sur les courants littéraires, sur des auteurs, etc. Donc vraiment, c'est français au sens assez large. Et donc, pareil, ça se travaille très bien. Moi, je trouve que le programme il n'est pas si gros que ça en français. Mais par contre, c'est quand même un boulot qui est intéressant, enfin, qu'il faut faire quand même dessus, quoi. Et ensuite, vous avez les compétences digitales. Donc 20 questions en 20 minutes. Pour ceux qui voient de quoi je parle, ça ressemble un petit peu à ce qu'il y a dans la certification PIX. OK? Donc, pas mal de questions liées aux algorithmes, pas mal de questions liées à la sécurité des données, des questions enfin, des choses pour comprendre un peu de comment est constitué un ordinateur, c'est quoi le cloud, c'est quoi les différents types d'attaques que vous pouvez avoir sur un de vos ordinateurs. Enfin, les règles de bonne conduite à appliquer sur Internet et aussi, bien évidemment, comment fonctionnent les tableurs, le logiciel de traitement de texte, les logiciels tels que PowerPoint, etc. Quelles sont toutes les fonctionnalités un petit peu importantes. Et donc, c'est des choses qui sont très utiles en école de commerce, sincèrement. Et bien que ça soit sous la forme de QCM, nous, quand on enseigne, enfin moi, quand je l'enseigne, j'explique tout sous la forme de démonstration. Enfin, j'explique beaucoup de choses sous la forme de démonstration aux élèves pour qu'à la fin, ils sachent faire les choses et qu'en fait, quand on leur pose des questions dessus, du coup, bah, ils trouvent ça facile. Et en plus, bah, quand ils seront en école, ou quand ils travailleront, ils pourront développer des compétences qui sont vraiment utiles dans le monde académique ou dans le monde du travail. Et donc voilà, donc ça c'est un exemple de question. Vu que c'est moi qui enseigne ça, j'aime bien passer du temps dessus. Et là, typiquement, on vous dit, voilà, Fatih, elle va à l'école, à l'aller, elle va à 25 km/h, au retour, elle va à 100 km/h. C'est quoi sa vitesse moyenne? Bon, un étudiant sur deux, il va dire, bah, 25 à l'aller, 100 au retour. Je fais 25 plus 100, je divise par 2, ça fait 62,5 km/h. Réponse C, c'est faux. Évidemment, c'est forcément faux, parce que si on fait un trajet aller-retour, je vous le fais rapide, hein, mais, si on fait un trajet aller-retour, à l'aller, on va faire la même distance qu'au retour. Sauf que bah, quand on va aller à 25 km/h, on va mettre plus de temps qu'au retour quand on ira à 100 km/h. Donc du coup, si on fait 1 heure à 25 km/h et 1 heure à 100 km/h, on va bien à 62,5 km/h. Mais vu qu'on va mettre plus de temps à l'aller à la vitesse qui est la plus lente, ça va forcément baisser notre vitesse moyenne. Donc on peut déjà éliminer la réponse C et D. Et donc du coup, bah, si le trajet par exemple il faisait 100 km, à l'aller à 25 km/h, on mettrait 4 heures, au retour on mettrait 1 heure. Donc, on ferait 100 km à l'aller, 100 au retour, donc 200 km en 5 heures, ce qui nous fait une vitesse moyenne de 40 km/h, réponse A. Voilà, ça c'est typiquement le type d'exercice que vous pouvez avoir le jour du concours. Ensuite, vous avez les épreuves écrites, donc la culture générale. Pour Sésame, c'est les enjeux contemporains, ça dure 30 minutes, il y a 40 questions. Le premier cours d'enjeux contemporains, de notre module enjeux contemporains, il est ce soir à 18 heures. Donc, s'il y a des étudiants qui sont intéressés pour se préparer avec nous, je vous laisserai la possibilité, hein, si vous le souhaitez. Je vais rester disponible pour que vous puissiez m'appeler après la conférence si vous avez des questions sur nos préparations. Parce que si vous souhaitez commencer aujourd'hui, vous pouvez, ça va demander qu'on soit vraiment organisé, qu'on agisse vite. Et comme ça, vous pourrez assister à la première conférence qui a lieu ce soir. De toute façon, nos cours, enfin le premier cours d'enjeu contemporain qui a lieu ce soir, de toute façon, les cours sont enregistrés. Donc si jamais vous rejoignez plus tard, vous pourrez toujours récupérer le replay sur notre plateforme. On a une plateforme enfin, pour nos étudiants, oui, sur laquelle les étudiants peuvent se préparer, travailler et notamment récupérer les cours en replay. Et pour Access, il n'y a plus l'épreuve de culture générale comme il y avait avant. Mais en fait, quand vous arrivez aux entretiens de l'ESCA, vous avez un test écrit de culture générale qui dure 30 minutes ou sur lequel il y a 40 questions. Donc en fait, si vous avez fait le module d'enjeu contemporain, vous pouvez carrément récupérer toutes les informations. Enfin, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous préparer à ce module-là. Euh, pour l'IESEG, au moment des entretiens, on vous interroge sur les actualités. Ok. Donc il y a une dizaine de minutes qui est prévue pour les actualités. Et donc du coup, bah, les enjeux contemporains, en fait, c'est les actualités des 10 mois avant le concours. Donc là, vous avez un type de question. Et la question, par exemple, c'est qu'est-ce qu'une licorne en économie? Et la réponse, c'est une entreprise valorisée à plus d'1 milliard de dollars, non cotée en bourse et non filiale d'un grand groupe. Réponse A. Voilà. Du coup, pour vous préparer au concours, j'arrive à la fin. Pardon, pour vous préparer seul au concours, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. La première chose, et ça, je vous invite vraiment à le faire dès maintenant, c'est l'application du concours Sésame. Elle est très bien pour vous entraîner.
Il n'y a pas beaucoup de contenu sur l'application, malheureusement. Vous allez vite tourner en rond. Mais par contre, la force de l'application, c'est que les réponses, elles sont expliquées. Et c'est que des questions qui sortent des annales des dernières années. Donc, c'est limité en termes de contenu, mais c'est vraiment, ça vous donne une vraie vision de ce à quoi ressemble le concours. Après, il n'y a pas de partie cours, mais voilà. En fait, ce qui est bien, c'est qu'elle est bien ergonomique, leur application, et même dans le métro, vous pouvez travailler dessus, c'est facile, quoi. Pour Access, ils ont essayé de faire une application, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à faire d'application. Elle n'a jamais marché, leur application. Par contre, ce qui est bien, c'est que sur leur site, vous pouvez télécharger les annales des 6 dernières années avec la correction. Le seul problème, c'est que la correction n'est pas détaillée. Donc en fait, moi je trouve que c'est intéressant de faire les annales du concours Access quand vous êtes déjà bien préparé et que vous voulez juste vous tester pour voir est-ce que vous êtes bien au niveau. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que le programme du concours, il a changé il y a 2 3 ans, notamment en mathématiques, qui est la plus grosse matière. Et donc du coup, bah, parfois vous allez voir des choses qui sont plus au programme. Il ne faut pas vous inquiéter, ça n'est pas au programme. Si vous regardez vraiment les concours des 2 dernières années, là, vous aurez le bon programme. Mais ensuite, il y aura des questions qui seront toujours d'actualité, d'autres qui seront plus d'actualité. Vous pouvez aussi télécharger le programme, hein, d'ailleurs, des épreuves au concours Access sur leur site. Et donc, du coup, ça vous permettra de voir ce qui est au programme, ce qui n'est pas. Pour les étudiants de la prépa, de toute façon, ils ont tout. Enfin, on fait tout ça avec eux, on leur explique tout, il n'y a pas de problème. Ensuite, vous pouvez aussi vous préparer avec les livres. Honnêtement, les livres, ils sont très peu mis à jour. Mais ce qui peut être intéressant dans les livres, c'est la partie cours parfois. Et les exercices, ça vous fait du contenu, des exercices. Le seul problème, c'est que, en fait, par exemple, pour le grand manuel du concours Sésame, ils reprennent des exercices qui sont des exercices aussi de Tâche-Mâche, qui est un autre test. C'est juste que dans le Tâche-Mâche, il y a 5 réponses et pour là, ils en mettent que 4. Et donc, du coup, bah, parfois, c'est des exercices qui ne sont pas trop format Sésame, en fait. Mais je trouve que globalement, quand même, il y a des choses intéressantes et tout n'est pas ajouté. Ça peut être utile d'avoir un livre. Si vous préparez tout seul, ça peut être utile d'avoir un livre. Et donc, il y a le grand manuel du concours Access aussi, auquel vous pouvez avoir, que vous pouvez acheter, qui peut vous permettre de vous aider dans votre préparation. Ça, c'est vraiment si vous préparez tout seul. Si vous êtes avec la prépa, franchement, je pense pas que ce soit nécessaire d'acheter les livres. Ensuite, vous pouvez suivre des comptes Instagram qui peuvent vous aider du coup à vous préparer. Donc, moi, j'aime bien BBC Learning English pour l'anglais et j'aime bien Hugo Decrypt pour les actus. OK? Et en fait, on a aussi du contenu réservé du coup aux étudiants de la prépa via notre plateforme où on a tous les cours hebdomadaires qui sont enregistrés avec évidemment beaucoup d'exercices pour vous préparer et la possibilité aussi de discuter directement avec les professeurs pour poser vos questions. Et donc, du coup, il y a tout ce qu'il faut pour vous préparer. Et c'est possible chez nous depuis pas longtemps, mais de vous inscrire juste pour la plateforme si vous le souhaitez. Ça coûte, que je dise pas de bêtises, j'ai pas envie de dire une bêtise. C'est 695 euros, je crois, à l'inscription pour un concours. Et c'est 895 pour les 2 concours. Et vous avez tous les cours en replay. Mais pas en live, du coup, mais vous avez tous nos cours en replay. Et vous avez accès à tous nos exercices, toutes nos banques de données, etc. Et juste ça, ça peut vous suffire pour vous préparer. Et sinon, bah, si vous voulez vous préparer avec nous, en fait, on a euh, 2 gros types de préparation, en fait. Donc, soit pour Sésame, soit pour Access et Sésame. Et je vais vous donner un exemple, par exemple, pour Sésame. On a, donc, quel que soit le type de préparation, on fait l'anglais sous la forme de stage et l'analyse documentaire sous la forme de stage, soit en présentiel, soit à distance. OK? Vous êtes 3 parcours lors de vos stages et vous faites donc 2 heures d'anglais par jour sur une semaine et 2 heures d'analyse documentaire par jour sur une semaine, à 3 étudiants par cours. Vous avez le module d'enjeux contemporains aussi, qui va commencer ce dimanche, qui commence aujourd'hui à 18 h. Vous avez 8 séances et c'est tous les dimanches de 18 h à 20 h, sauf quelques semaines pendant les vacances scolaires. Et donc, du coup, on va vraiment jusqu'au jour du concours. Et ensuite, pour la partie mathématiques, français, compétences digitales, vous avez 2 options. Option 1, vous faites les cours hebdomadaires avec moi. Vous avez 3 cours dans la semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi. Alors, les horaires pour Sésame, c'est 19h15, 20h15 le lundi et le mercredi. Et le vendredi, c'est 17h30, 18h30. Pour Access, c'est 18h, 19h lundi et mercredi. Le vendredi, c'est 18h45, 19h45. Les cours, ils ont commencé il y a un mois et demi. Ils ont commencé en novembre, même. OK? On a fait exactement la moitié des cours actuellement. Pour faire tout le programme, il faut venir une fois par semaine.
Si vous arrivez maintenant, il faut que vous veniez au moins 2 fois par semaine. De toute façon, vous avez accès aux 3 cours. Donc, soit vous rattrapez les cours que vous n'avez pas fait, de toute façon, vous avez accès à tout le planning des cours, etc. Soit, en fait, vous décidez de venir 2 fois par semaine et vous ferez tout le programme comme ça. Donc, vous venez, par exemple, le lundi et le mercredi et vous faites tout le programme de maths, de français, de compétences digitales. Option numéro 2, vous faites tout sous la forme de stage. Et donc, vous avez aussi un module de mathématiques en stage. Ça, c'est 1 heure et demie par jour pendant 5 jours. Vous êtes 2 étudiants par cours. Et un module où vous faites français et compétences digitales ensemble. Vous êtes 3 par cours. Et c'est 2 heures par jour. Donc, si vous faites la formule full stage, en gros, vous avez 7 heures et demie de cours sur une semaine. Si vous décidez de mettre surtout la même semaine, vous pouvez répartir si vous voulez. Mais 7 heures et demie de cours sur une semaine. Et vous êtes toujours 2 ou 3 par cours. Et vous avez le module d'enjeu contemporain en plus. Si vous faites la formule, l'option A, c'est la formule régularité, vous avez des cours toutes les semaines de mathématiques, français, compétences digitales, vous avez le module d'enjeu contemporain, et vous avez en stage intensif l'anglais, l'analyse documentaire. Donc les cours hebdomadaires, c'est toujours à distance. Les stages intensifs, c'est en présentiel ou à distance. En présentiel, c'est au Métro République à Paris. On a des aussi bons résultats en distanciel qu'en présentiel. On a à peu près 65% de nos étudiants, un peu plus que 65, entre 65 et 70% de nos étudiants qui font tout à distance et qui ne sont pas du tout en région parisienne. C'est des programmes qui sont très complets et très privilégiés. On suit tous les étudiants de très près. Et à la fin des stages, par exemple, on va vous proposer de prendre rendez-vous avec moi et je vous ferai un débriefing pour vous expliquer comment se sont passés tous les stages et comment vous pouvez continuer de travailler après les stages pour vous améliorer. Et je vous envoie du contenu pour que vous puissiez travailler, du contenu ciblé en fonction des difficultés que vous avez quand vous vous préparez avec nous. Euh, Pareil, quand vous ferez vos lettres de motivation pour postuler, enfin pour postuler au concours, vous pouvez très bien m'envoyer une version de votre lettre de motivation, je la corrige et je vous la renvoie. Ça fait partie de l'accompagnement. Si vous, dans les cours hebdomadaires, il y a des choses qui vous posent difficulté, enfin, qui vous posent problème, vous me le dites. Et je vous rajoute même des cours gratuits entre les cours du lundi, mercredi, vendredi, donc souvent le mardi ou jeudi. Et toutes les semaines, j'en fais, où vous êtes 2 ou 3 par cours. Et je vais expliquer aux étudiants qui n'ont pas compris le cours de la journée, le cours de la veille, ou le. C'est pas les mêmes cours le lundi, mercredi et vendredi, du coup. On fait tout le programme le lundi, tout le programme le mercredi, tout le programme le vendredi, mais pas dans le même ordre, pour que des personnes qui arrivent au milieu de l'année, bah, ils puissent tout faire. OK? Mais du coup, je rajoute tout le temps des heures en plus, gratuitement, pour suivre les étudiants, pour voir où ils en sont ou pour les aider sur les choses qui leur posent problème. Et donc ça marche aussi bien pour Sésame que pour Access. Et sinon, vous avez la possibilité de faire Access et Sésame, juste que si vous voulez faire la formule full stage, qui est l'option B, donc full stage pour Access et Sésame, il vous nous faut les 2 semaines de vacances pendant février, pour les vacances de février. Et on propose des stages pour les vacances de février sur les vacances de Paris, donc la semaine du 12 février, la semaine du 19 février, mais aussi la semaine du 26 février. Ok. La semaine du 26 février, c'est la deuxième semaine de ceux qui sont dans la zone A. Et c'est la première semaine de ceux qui sont dans la zone B. Donc, si vous êtes dans la zone B, vous pouvez faire qu'une seule semaine de stage, c'est-à-dire que vous ne pouvez faire, si vous voulez faire Access et Sésame du moins, vous pouvez faire que la formule avec les cours hebdomadaires, ce qui est très bien. Mais si vous voulez faire Access ou Sésame, juste l'un des 2 concours, là, vous pouvez faire une formule full stage sur une seule semaine. On a une garantie admissible ou remboursée. On est la seule à la faire comme ça parce que, en gros, pour Access, il faut mettre les 3 écoles. Si vous êtes admissible nulle part, on vous rembourse. Pour Sésame, si vous avez mis au moins 5 écoles, vous mettez vos 5 écoles préférées. Si vous êtes admissible dans aucune des écoles, on vous rembourse tout. Et on vous dit pas, faut mettre une école facile que tout le monde a. Les écoles ne se valent pas à Sésame, hein. Il y a 18 écoles, toutes n'ont pas le même niveau. Enfin, il y a 16 écoles, pardon, toutes n'ont pas le même niveau. On vous dit, vous mettez les 5 que vous voulez, vos 5 préférés. Si vous êtes admissible nulle part, on vous rembourse. Évidemment, pendant les stages, le fait d'être 2 ou 3 parcours, on personnalise les cours en fonction des besoins de chaque étudiant. Et en fait, je vais être votre point de contact. Et quand vous allez avoir des questions sur les écoles, sur les concours, sur votre progression ou la progression de vos enfants, c'est avec moi que vous allez voir ça directement. Et vous aurez aussi le numéro perso de tous vos profs avec qui vous avez eu cours si vous avez des questions sur les autres matières, Et donc, du coup, tomberez toujours sur moi. Et donc, c'est moi qui vais vous suivre tout au long de l'année. Donc, on est une prépa à taille familiale, hein. On est une vingtaine de profs, entre 20 et 25 profs. Et on est une centaine d'étudiants. Là, actuellement, on a une centaine d'étudiants. À la fin de l'année, il y aura les 150 étudiants dans la prépa pour les concours Accès César. Et donc voilà, ça, c'est nos avis, les avis qu'on a. Donc, je vous les montre parce que quand même, on en est fiers. Si jamais, en fait, vous tapez Prépa Campus sur Google maintenant, vous pouvez le faire tout de suite si vous voulez. Ça, c'est les 6 premiers avis. Je vous laisse vous faites défiler les avis.
Et vous allez voir que les commentaires, ils sont tous dithyrambiques. Les gens, ils sont très contents des préparations qu'ils ont eues avec nous et les résultats sont excellents. Donc, si jamais vous avez vraiment, comment dire, si jamais vous êtes intéressé par nos services, bah, je pense que notre meilleure pub, c'est nos anciens étudiants ou les parents de nos anciens étudiants. Et ça montre que je pense qu'on travaille dans la bonne direction. Et en fait, ça nous permet d'avoir des excellents résultats. L'année dernière, tous nos étudiants ont eu leurs 5 premiers choix pour Sésame. Et tous nos étudiants, sauf, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est sauf deux, ont eu un de leurs 3 premiers choix. Pour Access, tous nos étudiants ont eu une école d'accès sauf un. Et tous nos étudiants sauf deux ont eu l'IESEG et l'ESCA. Donc il y a celui qui n'a rien eu. Et il y en a un, il a eu que l'ESDES. Et celui qui n'a rien eu, il a passé Sésame avec nous aussi. Et il a eu toutes les écoles de Sésame sauf l'ESSEC. Et donc du coup, il était à l'EM Lyon et ça a été heureusement. C'était pas un élève qui était mauvais, sincèrement, c'est quelqu'un qui a eu un accident le jour du concours. Et donc, du coup, on était très étonnés et évidemment un peu déçus de ses résultats. Mais au final, il était quand même content parce qu'il avait été admis dans une très bonne école. Et, euh, et sinon, pour tous les autres, voilà, ça s'est très très bien passé. Et, euh, et voilà, ça a très bien marché pour nos étudiants. Voilà, donc je pense que j'en ai fini avec ma présentation. Dans la partie discussion, je vous invite à poser vos questions, si vous en avez. Et je vais répondre à toutes vos questions. OK? Donc, je vous laisse un petit peu le temps de. Enfin, ne soyez pas timide, hein, en vrai, je suis là pour vous, hein, donc, je prends le temps qu'il faut pour répondre à vos questions. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, c'est le moment c'est le moment d'en parler. Ma fille est en seconde. Quelles options conseillez-vous pour passer le concours César? Alors, il n'y a pas d'option en particulier qu'il faut choisir pour le concours Sésame, mais moi, ce que je vous conseille, si vous voulez rentrer en école de commerce, c'est quand même de continuer les mathématiques. Au moins option maths complémentaire. OK? Donc, vous gardez l'aspect maths, enfin, vous gardez les maths, et après, même, quitte à les enlever, mais gardez au moins les maths complémentaires en terminale. Je pense que c'est important. Ensuite, euh, ensuite, être bon en langue, c'est important pour les concours. Donc, si vous voulez continuer l'anglais, ça peut être bien. Sinon, SES aussi, c'est intéressant. Les options type physique, SVT, ça sert à rien pour faire une école de commerce. Mais ça vous élimine pas quoi qu'il arrive. Question d'après. Bonjour. Est-ce qu'on peut choisir le campus d'une école si on y est admis? Oui. C'est-à-dire que vous pouvez postuler sur tous les campus et après, en fonction de votre classement, vous allez avoir le choix soit d'avoir le campus que vous voulez, soit vous aurez le campus qu'on vous propose. Donc typiquement, je ne sais pas, vous postulez à l'ESCAP, vous voulez le campus de Paris et finalement, vous êtes admissible que à Angers. Vous allez à Angers, si vous voulez aller à Angers. Ou peut-être on vous dit non, vous êtes admissible à Paris et à Angers. Et dans ce cas-là, vous choisissez. Donc oui, vous pouvez toujours choisir votre campus. Est-ce que la calculatrice est autorisée pour Sésame? Très bonne question. C'est une nouveauté pour cette année, Maxime. Depuis cette année, il y a une calculatrice. C'est pas votre calculatrice, hein. C'est la calculatrice. Ils mettent une calculatrice dans le logiciel que vous pouvez utiliser pour le concours Sésame. Et donc, ce n'était pas le cas avant. OK? Et donc, du coup, oui, tu as bien une calculatrice. Céline me demande, bonjour, quels sont selon vous les meilleurs BBA? Les meilleurs BBA, c'est, selon moi, le BBA de l'ESSEC en 1. Ensuite, il y a le BBA de l'EDEC, le BBA de l'EM Lyon, le BBA de Neoma. Et ensuite, je mettrai Schema, Cage, pardon, Excelia. Je réfléchis ce que j'en mets d'autres. Je mets au moins Schema, Cage et Excelia ensuite. Raphaël demande, les épreuves pour les deux concours sont en ligne pour l'écrit et pour l'oral, est-ce en présentiel en fonction des écoles? Oui, Raphaël. Très bonne question encore une fois. Souvent, vous allez devoir aller en présentiel pour vos entretiens. Ce n'est pas le cas tout le temps, mais ça va souvent être le cas. Et donc parfois, vous allez être un petit peu en tournée vous allez peut-être devoir vous balader un petit peu pour passer vos entretiens. Donc oui, parfois, il faudra vraiment aller en présentiel. Bonjour, pouvez-vous nous donner accès à l'enregistrement de la visio? Oui, en fait, demain, je vous enverrai à tous la visio et la présentation. Comme ça, vous avez toutes les informations. Donc, il n'y a pas de souci, je vous enverrai tout ça demain en fin de journée.
Et donc, vous aurez accès évidemment à toute la présentation. Je tiens à préciser, sur la présentation, vous avez en bas le numéro de téléphone 06 19 34 46 84. C'est mon numéro, c'est le numéro de contact de Prépa Campus. Si vous avez des questions et si vous souhaitez peut-être vous préparer avec nous et commencer dès aujourd'hui, vous pourrez m'appeler juste après la conférence ou du moins m'envoyer un message et je vous rappellerai juste derrière. Euh, Parce qu'il faut. Parce que si vous souhaitez vous inscrire, c'est pas automatique. Ça prend un petit peu de temps. Et donc, il faut qu'on ait le temps de le faire avant 18h. Ensuite, est-ce que. Bonjour. Bonjour Frédéric. Est-ce que les différents choix d'école et de campus comptent comme des sous-vœux pour Parcoursup? Donc, comme je l'ai précisé au début de la conférence, non. Ça ne compte pas comme des sous-vœux. Vous pouvez mettre autant d'écoles que vous voulez, ça ne vous enlèvera pas de sous-vœux. Donc, non. Bonjour, y a-t-il des écoles publiques? Florence, je suis désolé de vous annoncer que c'est que des écoles privées. Et si vous voulez quelque chose de public, vous avez l'université, vous avez des BUT. Ça peut être pas mal aussi les BUT. C'est intéressant, mais pas d'école de commerce publique. Par contre, vous pouvez avoir des bourses. Ok, vous pouvez avoir des bourses, ça c'est possible. Y a-t-il une date limite? Bonjour, y a-t-il une date limite pour s'inscrire au stage de février? Oui, il y a une date limite. Alors déjà, en fait, dans la limite de nos possibilités en termes de profs, parce que comme vous êtes que trois parcours ou deux parcours selon les matières, bah en fait, il y a un moment où on arrête les inscriptions, du coup, parce qu'on n'a plus de place. Et sinon, les dernières inscriptions qu'on prend, c'est environ 10 jours avant le stage. OK? Donc, si vous voulez vous inscrire sur la semaine du 10 février, il faut s'inscrire avant allez, au plus tard, le 2 février, quoi. Et après, s'il reste des places, s'il reste une place pour un cours et une place pour un autre, on pourrait vous inscrire même après. Mais en tout cas, on peut rien vous garantir. Et même si vous voulez vous inscrire pour les autres semaines, c'est bien de vous inscrire au moins une semaine avant le 12 février si vous voulez être sûr qu'on ait le temps d'organiser ça. En fait, c'est une organisation qui est très compliquée hein, pour nous, la préparation des stages, parce que c'est un Tetris, hein, les emplois du temps entre tous les cours, sachant que il y a quand même pas mal de profs, mais il y a trois étudiants par cours, et donc du coup, on est limité en termes de possibilités et en termes de contraintes aussi. Enfin, on a des contraintes quoi, qui font que au bout d'un moment, on est obligé d'arrêter pour que ça soit, enfin, de figer la chose. C'est pas comme des cours collectifs, on pourra vous rajouter au fur et à mesure, il n'y a pas de problème. Euh, je continue les questions. Je me demande si j'avais pas sauté une. Non, c'est bon. Quel niveau de terminale est-il recommandé d'avoir pour présenter ces concours? Alors, Chris, je vais répondre très franchement à cette question. Pour le concours Sésame, vous avez 18 écoles. Elles n'ont pas toutes le même niveau. Donc, quel que soit votre niveau, vous pouvez vous présenter au concours. C'est pas un problème. Juste, si vous avez 10 de moyenne en terminale, n'espérez pas rentrer à l'ESSEC. Parce que 30% de la note des écrits, les dossiers comptent hein, en terminale. Les dossiers comptent pour Sésame. Selon les écoles, ça compte plus ou moins. Typiquement, pour les SEC, ça compte beaucoup. C'est 30% de la note et 70% c'est les écrits. Si vous êtes à 10 de moyenne, n'espérez pas être prêt à l'ESSEC. C'est quasiment impossible. Il faut vraiment que vous ayez 18 à vos concours. Et en général, si vous avez 10 de moyenne, vous n'aurez pas 18 à vos concours. Donc, il faut avoir des attentes qui sont réalistes par rapport à votre profil. Maintenant, en travaillant bien, vous pouvez quand même avoir des très bonnes écoles. OK? Et après, ça dépend. Est-ce que vous avez dit, est-ce que votre enfant ou est-ce que vous avez 10 parce que vous ne travaillez pas, ou alors vous travaillez à fond et c'est juste que vous avez des difficultés. Bah, selon ça, il faut être réaliste, mais vous pourrez avoir des écoles. Pour Access, le dossier compte pas vraiment. Et du coup, en fait, si vous travaillez bien, vous avez la possibilité de rentrer dans des bonnes écoles, mais voilà, il faut se donner à fond, il faut être motivé. Et après, nous, en tant que prépa, c'est notre rôle, et surtout moi, dans mes cours qui suis vraiment personnellement les étudiants, c'est mon rôle de les garder motivés, les étudiants, de voir qui ne comprend pas, de faire des cours supplémentaires pour ceux qui ont des difficultés, pour être sûr qu'à la fin, tout le monde soit prêt. Là, pour ceux qui commencent la préparation maintenant, vous n'êtes pas en avance du tout. Vous n'êtes pas en avance du tout, mais en travaillant bien, c'est complètement faisable. OK? Euh, Bonjour. Savez-vous quelle importance des bulletins et les matières regardées pour les concours? Alors oui, comme je vous dis, certaines matières sont plus regardées que les autres. Euh, L'anglais, c'est important.
bien que vous soyez testé dessus. Les maths, c'est important. Vos notes de bac français sont importantes. Euh, Ce qui est un peu littéraire, c'est que ça va être un peu plus important, mais enfin, ça va compter aussi. Mais des notes comme la physique et la SVT, ça va moins compter parce on s'en manque en école de commerce. Par contre, bah, évidemment, si vous avez 17 de moyenne en SVT, en physique, ça va jouer en votre faveur. Mais ce pas des matières qui sont importantes en soi. Ce qu'on va dire de vous, ça va être important. Donc euh, vos appréciations, pardon. Et en fait, aussi, ils regardent évidemment la provenance le lycée de provenance, les moyennes de la classe et votre classement dans votre classe. Et ensuite, dernière chose, selon les écoles, c'est plus ou moins important. À l'ESSEC ou à l'EM Lyon, les bulletins sont quand même pas mal regardés. À l'ESSEC, c'est 30% de la note, c'est énorme. Il y a d'autres écoles où le bulletin, c'est 10% de la note. Donc si vous êtes bon aux écrits, en fait, vous pouvez rattraper votre bulletin sans problème. Pour Access, le bulletin n'est pas important, à part si vous êtes compte admissible. Si nous présentons le concours à l'international, il faudra se déplacer en France pour les oraux. Monsieur Farah, non. Vous n'aurez pas, ou Farah d'ailleurs tout court, peut-être Mademoiselle Farah. En tout cas, Farah, ça peut être Farah, ça peut être une femme. Non. Si tu es à l'étranger, tu peux passer tout à distance. OK. Bonjour. Peut-il y avoir des conflits de dates entre les écoles sur les dates des entretiens oraux? C'est possible, mais ça s'arrange, ça toujours. OK? Alors, IAE égale école de commerce public. Je n'ai pas envie de vous dire de bêtises en répondant à ça. C'est pas des écoles de commerce en tout cas. Les écoles de commerce public, ça n'existe pas. Par contre, oui, ça va être assimilé, je pense, commerce pour le public. En fait, si vous voulez, quand vous êtes, si vous voulez faire des études dans le public, vous pouvez faire des études de gestion ou d'éco-gestion dans le public, et ça va être des études qui sont vraiment similaires aux études en école de commerce. C'est juste que le format et la dynamique seront différents. Vous aurez beaucoup moins d'expérience internationale, vous aurez moins de stages, vous aurez des cours plus théoriques, mais c'est intéressant aussi la théorie. Vous aurez des cours plus théoriques et vous serez en plus grands effectifs. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous êtes vraiment bon dans vos études, notamment à la fac, ça vous ouvre aussi beaucoup de portes après. Donc c'est vraiment intéressant. Si vous êtes pris pour un entretien oral après avoir être reçu à l'écrit, est-on assuré d'avoir un créneau garanti pour l'entretien à l'oral? Alors oui, si vous êtes admissible aux oraux pour une école, vous allez forcément avoir des créneaux qui vont vous être proposés. Par contre, il est possible que les créneaux ne vous plaisent pas forcément. OK? Mais à la fin, vous aurez toujours la possibilité de passer vos entretiens. Donc, je n'ai pas vu de cas où on n'a pas réussi à agencer ça. Par contre, j'ai déjà eu des cas où ils auraient préféré avoir leur entretien plus tard ou plus tôt, mais finalement, bah, ils l'ont fait quand on leur a proposé de le faire. Et enfin, dernière question qui a été posée, est-ce que vous préparez vos étudiants à l'oral? Oui, on prépare nos étudiants à l'oral. C'est des préparations en plus, préparation individuelle. On fait entre 3 et 5 cours selon le profil de l'étudiant. Nos profs, ils ont tous été soit jury d'admission, ou quasiment tous du moins, jury d'admission en école ou jury d'admission pardon, en prépa. Et ça fait plusieurs années qu'on a 100% de réussite aux oraux. Donc je ne vous parle pas des entretiens, en fait, parce que ça ne me fait pas peur. Au moment des entretiens, il y a 50% des étudiants qui sont pris, 50% des étudiants qui sont refusés, grosso modo. Ceux qui font la préparation aux entretiens avec nous, ils font tout le temps partie des étudiants qui sont pris. Donc, il faut vraiment, la difficulté, c'est d'être admissible à l'oral. Ensuite, vous faites la préparation aux oraux, entre 3 et 5 séances, 120 € la séance, en individuel avec un prof. Et vous allez être pris normalement si vous faites ça sérieusement, il n'y a pas de problème. Il y a bien un jour où il se passera un accident, mais espérons que ce ne soit pas cette année. Mais ce que je veux dire, c'est que sur des volumes d'étudiants qui sont très importants, ça se passe très bien. La seule nuance que je mettrai à ça, c'est que pour le bibier de l'EDEC, ils prennent quasiment tout le monde aux oraux. Et même avec la préparation, on n'est pas assuré à 100% d'être pris, parce que parfois votre dossier il part de loin. Et si vous avez 15 à l'oral, bah, en fait, ça peut ne pas suffire. OK? Alors que pour les autres écoles, ça suffit en général. Vous, Normalement, avec la préparation qu'on fait, on vise d'avoir entre 18 et 20 hein, à l'entretien. Cette préparation qui est poussée, qu'on fait pour des étudiants qui sont même en bac plus 2, bac plus 3, on l'a fait de la même manière, la préparation. Sauf qu'on fait que en 5 séances quand ils sont à partir de bac plus 2.
Mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est que euh, enfin, on l'a fait la préparation aux oraux, elle se passe très très bien et voilà, c'est quelque chose qui marche très très bien. Comment se déroulent les oraux? Portent-ils sur une question spécifique? Alors, je vais répondre rapidement à la question de Maxime. En fait, déjà, première chose, c'est qu'on va faire une conférence dessus avant les oraux. Et donc, si tu vas sur le site de Prépa Campus, je te mets le site, hop, je le mets dans la discussion, je vous mets le site, vous pouvez aller sur le site, vous allez dans événements, et en fait, vous pouvez vous inscrire à la réunion sur les oraux. Et vous aurez toutes les informations. Mais en fait, souvent, vous allez avoir un oral d'anglais et un oral de personnalité, un entretien de personnalité. Ça porte pas sur un thème en particulier, mais il y a pas mal de choses à préparer pour votre entretien de personnalité, notamment avoir réfléchi à votre projet professionnel, bien connaître l'école et savoir aussi ce que vous voulez mettre en avant dans votre profil et comment vous voulez le mettre en avant. Ça, on en discutera déjà à la réunion et après, on en parle aussi évidemment pendant la préparation. Euh, Alors, combien d'étudiants avez-vous préparé depuis votre création? Donc, si vous voulez, Prépa Campus, ça existe depuis 5 ans. L'année dernière, on avait 120 étudiants. L'année d'avant, on en avait 110. L'année d'avant, on en avait 100. Et les deux premières années, la première année, pardon, on en a eu une quarantaine, c'était l'année du Covid. Donc, on a préparé à peu près, avec Prépa Campus, un peu plus de 350 étudiants. Et là, cette année, il y en a une centaine. Il y en a déjà une centaine, mais ça augmente en fait encore. Donc, on a préparé à peu près 350 étudiants. Et en fait, avant de créer Prépa Campus, moi, je fais de la préparation au concours Accès Sésame depuis 8 ans. Et en fait, les deux premières années où j'en faisais, c'était pendant mes dernières années d'études à l'ESSEC. Donc, moi, j'ai fait le programme, j'ai fait Dauphine, un master à Dauphine en 4 ans, une année de césure et 3 ans à l'ESSEC. Donc, j'ai fini mes études à 27 ans, je crois, ou 26 ans, à 26 ans. Et en fait, de 24 à 26 ans, je faisais de la préparation au concours à mon compte. Et en fait, la deuxième année, donc j'étais tout seul, et la deuxième année, en fait, juste par réputation, si vous voulez, j'ai commencé à avoir beaucoup d'élèves. J'ai une vingtaine d'élèves. Je suis parti voyager un an après, je vous raconte ma vie, mais c'est pas grave. Ouais, je suis parti voyager pendant un an après mes études. C'est pour ça que je faisais de la préparation d'ailleurs. À mon compte, c'était pour financer mes, un voyage d'un an que je voulais faire après. J'ai voyagé pendant un an et quand je suis revenu, je me suis dit, bah, en fait, c'était pas mal de faire de la préparation. J'aimais bien, sans chercher des élèves, j'arrivais à gagner ma vie. Je me suis dit, peut-être que si je me donne un petit peu, je peux en faire mon métier. Et donc, quand j'ai créé Prépa Campus, ça faisait déjà plusieurs années que je faisais de la préparation. Et la première année, j'étais tout seul. Et dès la deuxième année, on était une équipe de 10 profs. Euh, Peut-on faire une école de commerce, pas en programme grande école, et ensuite rejoindre un master grande école? Et si oui, sous quelles conditions? Alors, Séverine, c'est possible. C'est possible, c'est possible. C'est pas la voie la plus classique, sincèrement. Mais en fait, vous pouvez faire ce qu'on appelle des admissions sur titre. Nous, on en prépare des admissions sur titre. Vous faites ça quand vous êtes à bac+4, enfin quand vous finissez vos études, et vous pouvez basculer en programme grande école. Et en fait, pour ça, vous devez faire un dossier avec l'aide de motivation, CV, etc. Vous devez passer un test qui s'appelle le TAJMAH, qui est un test de logique auquel on prépare d'ailleurs. Et vous devez faire un test d'anglais comme le TOEFL ou le TOEIC. La préparation est une option supplémentaire, est-ce que c'est ça? Oui, la préparation, c'est en plus, en fait, aux oraux. Et quand on a passé une année à l'étranger pendant notre lycée, doit-on envoyer nos bulletins étrangers? Oui, 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 à mon avis, tu vas devoir mettre tes bulletins étrangers. D'autres questions? Bah, je vous remercie à tous d'avoir assisté à cette réunion. Bah, c'est très gentil. Eh ben, écoutez, bah, merci beaucoup. Bah, merci Raphaël pour ton message, ça fait plaisir. Bah, merci à tous. Je vous remercie. Si vous voulez échanger avec moi, vous pouvez m'écrire tout de suite par SMS et je vous rappellerai. Je vous rappellerai de suite. Et ensuite, bah voilà, je vous envoie le replay demain avec les slides, comme ça tout est clair pour vous et vous pouvez tout revisionner tranquillement. Voilà, bonne journée à tous, bon week-end, au revoir. Ah, de rien, de rien, de rien.